Croyez-le ou non, nous sommes de retour pour Action Bonus, le podcast jeu de rôle avec Pierre-Philippe Renaud. Bonsoir Pierre-Louis, ça va bien? Ça va très bien, Pierre-Philippe. Je suis content de te recevoir dans notre salon lounge. Merci, merci. Très apprécié. Toujours pouvoir faire ça avec toi, ce beau projet. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va. Écoute. Non, ça va super bien en forme. C'est sûr que c'est la période de l'année, là. Écoutez, je sais pas si. Pour ceux qui nous écoutent qui vivent pas au Québec présentement, là, c'est la période de l'année, moi, où je commence à trouver ça un petit peu long. Là, on a eu un hiver bizarre. Hey, écoute, le podcast jeu de rôle commence sur le Smog Talk de météo. C'est correct, ça me va, ça me va. Est-ce que Il y a c'est de la bon? glace! Oui, C'est je juste de la sais. glace! Je sais, c'est dégueulasse. On commence à être dans le dégueulasse, là. Le février, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueu. Tu sais, c'est pas nécessairement la belle neige là, Non, qu'on voit ces cartes postales qui est fluffy puis qui donne le goût de se pitcher dedans. Il y a une couche d'eau dessus, puis ça fait un mois que tout est glacé partout. c'est ça nos vies au Québec. C'est ça nos vies. Puis des fois, je vois des publications de gens qui sont comme genre Ah merde, il y a 3 centimètres de neige. Oh, putain! Là, je suis genre comme ouais. Puis là, ça, c'est rien, ça. Les orignaux aussi, là. C'est Oui. comme la saison. Puis Hein? l'autre jour, j'en ai Non, trouvé c'est pas vrai. un gros orignal qui avait ouvert mon compost. Oui, pas loin des Rocheuses, hein, c'est ça. Oui, moi, j'étais à côté des rochers. Rocheuses, parce que c'est ça, le Québec puis le Canada, c'est gros comme un pouce. Là, Ah, c'était des Seigneur. jokes. Ben oui, Pas c'était des d'orignaux à blagues. Montréal. Mais j'aimerais ça. J'ai un gros raton laveur, par exemple, que je vois souvent. Mais il y a eu, c'est l'hiver passé qu'il y a eu un orignal à Québec, en plein centre-ville, là. Ah ouais, à C'était promené. Québec? Oh, oui, j'avais des photos, là, qui s'étaient promené, là. Ah ouais, mais Québec, c'est pas Montréal, par exemple, Non! parce que Pierre-Philippe est de Québec, puis quand- c'est différent. C'est comme un autre espèce de microclimat, là. Oui, c'est un microclimat un peu plus toxique, je dirais. Toxique. Avec Tu parles de la politique la ou... politique ou les radios aussi. C'est très, c'est très différent. Mais moi, j'apprécie beaucoup Belleville quand même. J'apprécie beaucoup Québec. Mais j'aime aussi Montréal. Plus j'y vais pour venir vous voir à Montréal, du game, plus j'aime ça. Ouais, la J'apprends à prochaine aimer fois que ça. tu viens, on fait un one-shot de quelque chose, Ah là. oui, c'est sûr et certain. Crime que oui. Parce que oui, c'est non seulement un podcast spécialisé en météo hivernale, mais en plus, on va discuter de sujets de fond du monde du jeu de rôle. Et aujourd'hui, Mhm, le sujet, ça va être les jeux qu'on n'a pas encore joués. mhm. C'est-à-dire les jeux qu'on a dans nos collections, qui sont dans nos bibliothèques, sur nos disques durs, qu'on a achetés de façon tout excitée. On a hâte d'y jouer. Puis ça fait 5 ans, finalement, qu'il accumule la poussière. Notre fameuse pile de la honte. Exactement. Penses-tu que c'est... Tu sais qu'en jeu de société, tu sais, avec Etu Game, on parle beaucoup de jeux de société sur la chaîne principale. C'est un terme qui existe et qui s'est répandu dans la communauté des board gamers. Mais la pile de la honte, justement, là, d'acheter des jeux sur un coup de tête, mais de finalement jamais y jouer. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois passer des fois dans les communautés rôlistes? Est-ce que les gens qui font du jeu de rôle parlent de pile de la honte? Je pense que de plus en plus, oui. Je pense que c'est de plus en plus répandu, surtout à mesure que les années passent, et que je pense que surtout justement, alors que les gens vieillissent un peu, on tombe plus dans dans nos pantoufles, on est comme plus à l'aise financièrement, on peut se permettre plus de choses et on finit par développer juste un goût à posséder certains objets de prédilection, certains petits bouquins qui au final en valent-ils tant la peine? Est-ce qu'on les utilise vraiment? C'est la question. Hmm. Mais, tu sais, moi le premier étant un grand fan de produits indépendants, de petits magazines nichés américains de 8 pages imprimés recto verso sur tu sais, sur une boîte à pizza, là, genre de choses de même que c'est quasiment vrai, tu sais, au final. Je sais que genre, je suis comme, ah oui, j'ai cette dizaine-là, mais est-ce que je vais jamais. Des fois, c'est même pas un jeu, tu sais, c'est juste comme des Ouais. tables aléatoires. Fait qu'au final, est-ce que je l'ai déjà utilisé? Pas nécessairement, mais est-ce que c'est inspirant d'une certaine manière? Oui. Donc, oui, Mhm. je pense que le terme. Mais je pense qu'un peu comme. Je pense que ça se fait, je pense que ça existe, le terme une pile de la honte dans le monde du jeu de rôle, mais j'ai l'impression que c'est peut-être encore un petit peu trop péjoratif, alors que dans le jeu de société, Ouais. c'est comme rendu un peu plus banal, tu sais, le dire, ah, ma pile de la honte.
j'ai ma pile de la honte. Là. J'ai pas encore joué à Gloomhaven. Là. J'ai ma petite pile de la honte. Là, tu sais. Oh, Gloomhaven dans Pile la honte, ça fait mal. Ouais, mais c'est ça. J'ai l'impression que c'est un peu plus socialement accepté encore. Ben écoute, on va en parler en Ouais. long et en large, puis on t'invite à commenter Internet. Donc, si toi aussi tu as une expérience à partager, n'hésite pas à le faire en commentaire. Mais avant ça, on va passer à notre petit segment. Euh, Oui. on va partager une lecture du moment. Fait que c'est le segment Voyage dans l'imaginaire. C'est le voyage dans l'imaginaire. Voilà. Alors, on va parler d'un livre, dans le fond, qu'on lit présentement. Ça peut être un livre littérature fantastique, science-fiction ou jeu de rôle, pour partager notre passion. Puis ça peut nous inspirer aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a en ce moment sur ta table de chevet ou dans ton sac à dos ou sur la cuvette des toilettes? En plus, tu me regardes, tu me vois, là, je suis en train de regarder à ma droite. Je suis en train de regarder, voir qu'est-ce que j'ai. Ben, écoute, je peux te le dire tout de suite qu'en termes de livre qui n'est pas. Parce que moi, je fais tout le temps je fais mon petit coquin, puis j'en dis deux. Là. Je dis un livre en lien avec le jeu de rôle, j'ai un livre qui Mhm. n'en est pas. Un livre qui n'est pas en lien avec le jeu de rôle, que j'ai reçu à Noël et que j'ai commencé à lire et qui est absolument incroyable. Si jamais tu ne le connaissais pas, je te le conseille fortement. Surtout toi, dans ton milieu professionnel et aussi dans ta formation, c'est la dramaturgie. L'art du récit de Yves Lavandier. Ah, Et dans le fond, c'est vraiment c'est un livre qui a été réédité, 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 qui est devenu culte dans le milieu des professionnels. Il se présente l'équivalent de contemporain de la poétique d'Aristote. C'est donc un traité sur les mécanismes du récit, leur raison d'être et leur signification. Et rien de c'est, moins. oui, rien de moins. Et pour vrai, c'est de la pure bombe comme ouvrage. Ça Oh. m'a été conseillé, je niaise même pas, ça m'a été conseillé par Patrice Michaud. Ah C'est oui! Patrice Michaud qui me dit genre, hey, si t'as l'occasion, tu jettes un coup d'œil là-dessus. C'est ma blonde qui me l'a acheté pour Noël. Et pour vrai, je suis vraiment content parce qu'il n'est pas nécessairement facile à trouver. Et c'est vraiment un bijou en termes de création de récit, mais aussi en création de world building. Et pour faire des modules de jeu, je trouve que c'est super inspirant. Fait que pour vrai, la dramaturgie, l'art du récit de Yves Lavandier, si jamais vous ne connaissez pas, je vous conseille fortement. Et en termes de jeu de rôle, mon Dieu, je suis comme en deux lectures, j'ai l'impression, pour vrai. Je suis comme en deux spots. Oh, J'ai commencé à lire une aventure de DCC en anglais que j'ai pas vraiment encore bien avancé. ok. Juste- Et c'est Sky of Crimson Flame que je viens de recevoir, Ah, qui est wow! une aventure. Ah, le cover est vraiment beau. C'est une aventure, ben, pour les gens qui. C'est assez plate, on est juste en audio, hein, mais vous irez voir. C'est rouge! C'est rouge beaucoup. C'est de Torrent Thompson. C'est une aventure de niveau zéro qui est en fait Ah, une réédition aussi d'une aventure qui est déjà sortie. Et il y a même une suite un peu qui peut se faire par la suite qui est une aventure un peu plus haut niveau. Puis à date, j'aime bien ça. C'est vraiment cool. Très, très cool. Comme ah très ouais. classique Gonzo des CC-esque. Et toi, Pierre-Louis, de ton côté? J'adore les aventures niveau zéro en plus, là. Et je le sais. Je le sais. Toi, de ton Ouais. côté? Ben, en ce moment, moi, j'ai commencé Game Wizards, qui est c'est un livre documentaire de John Peterson qui retrace un peu l'histoire de Donjon Dragon sous Ah, la perspective du conflit entre Arneson et Gygax. Fait que OK. c'est vraiment le duel épique sur les droits de Donjon Dragon. Puis je suis rendu à peu près à la moitié et c'est assez intéressant parce que j'avais déjà lu certains ouvrages comme Empire Imagination, qui est la biographie de Gary Gygax. Puis je trouve ça vraiment tu sais, captivant, la naissance du jeu, parce qu'il arrive à un point vraiment particulier où c'est la continuité des jeux de miniatures, puis le wargame américain, là. Donc Mhm. vraiment faire des maquettes, peindre des miniatures, se rencontrer avec un paquet de nerds pour inventer des règles maison pour donner vie à ces petites miniatures-là. Puis ça, lentement, graduellement, dans des échanges d'idées entre deux créateurs, donner naissance à Donjon Dragon. Mais c'est vraiment difficile parce que ça m'a fait penser en fait au scandale de l'OGL, de A à Z. OK. Tu sais. Pourquoi? Où est-ce que, tu sais, dans le scandale de l'OGL, il y avait justement Donjon Dragon qui soudainement changeait les termes légaux
Ouais. qu'ils imprimaient dans leurs livres et qui laissaient plus les autres maisons d'édition utiliser euh, tout ce qui a trait à Donjon Dragon au niveau des règles. Il y a un petit peu de ça dans le conflit de Arneson Gygax. Au tout départ, le premier livret de règles de Donjon Dragon était co-signé par Dave Arneson et Gary Gygax. Mhm. Mais graduellement, Arneson a quitté la compagnie pour diverses raisons, etc. Puis Gygax a commencé à retravailler les règles avec d'autres collaborateurs, puis il vendait le set de règles original avec des nouveaux items comme des dés, des cartes, des suppléments pour la magie des monstres. Donc, Arneson touchait moins de royauté sur ces boîtes-là vendues. Encore bon qu'il donnait des royautés parce que c'était un produit qui était quand même assez différent. Puis ensuite, ils ont réécrit complètement le livret de règles pour devenir Advanced Dungeons and Dragons. Puis à ce moment-là, Arneson ne figurait plus du tout sur le livre. Puis OK. Arneson était hors de lui parce que Donjon Dragon commençait, c'était les années 80, à devenir un immense succès. Puis il était comme, hey, on a signé en 1974 que je recevais 10% de chaque vente de Donjon Dragon. Puis Gygax s'est dit, ben non, ça c'est l'entente qu'on avait pour le livret qu'on a écrit en 74. Advanced Dungeons and Dragons, c'est un tout autre jeu, même si il y a encore un taco, il y a encore un D20, il y a encore un système d'expérience, des classes d'armure. Fait que bien sûr, il y a eu litigation, il y a eu tout un lot de poursuites. Puis, je pense que ce qui fâchait beaucoup Arneson aussi, c'est d'être évincé un peu de la mythologie de Donjon Ben Dragon. oui, je comprends. Puis Gygax, c'était tellement un personnage un peu puéril aussi, là, je veux dire, je veux pas faire le procès de un ou l'autre, parce que je pense que ce conflit-là était un peu triste, parce que c'est deux créateurs qui ont changé la face du monde du jeu à jamais, les deux. Mhm. C'est indiscutable. Tu sais, le plus on lit cet ouvrage-là, on voit à quel point les deux ont apporté quelque chose d'unique à D&D, chacun à leur façon. Mais Gygax, c'était tellement... Il était un peu puéril. Il a même fait certains anagrammes du nom de Arneson dans des modules de TSR. Fait que certains monstres que tu pouvais combattre, des cultistes, c'était des anagrammes du nom Dave Arneson. Tu Es-tu sais, il y avait sérieux? vraiment... Oui, il est comme... C'est tellement puéril, les petits conflits de geeks qu'ils ont eu pendant des années, à quel point les deux, après ça, étaient pleins d'amertume l'un envers l'autre. C'est triste, c'est beau, c'est touchant. Je dirais que ce Game Wizards est peut-être un petit peu plus factuel, un peu plus froid, par exemple, que la biographie de Gygax. Je pense que c'est un peu mon... En ce moment, tu sais, je trouve que c'est intéressant, c'est vraiment captivant, mais c'est un peu fret, je trouve. C'est très factuel. C'est ça. C'est ça. On nous raconte un petit peu, mais je comprends aussi que on veut rapporter les faits le plus justement possible parce que c'est quand même... c'était une bonne bataille, là, un gros conflit juridique. Oui. Oui. Ben, ça doit quand même être intéressant. Mais est-ce que tu avais Ouais. lu la biographie de Gygax? Ouais, elle est super bonne. Si vous êtes curieux de voir l'origine un petit peu là, de Gygax, puis c'est un personnage vraiment étrange, là. Tu sais, je veux dire, il est ultra attachant, puis c'est vraiment un passionné, là, obsédé du gaming. Mais c'est un drôle de personnage qui a vécu toute une vie, puis qui avait des rêves plus grands que son jeu, là, tu sais. Il voulait vraiment qu'il y ait un film de D&D qui se fasse, fait que Gygax, ça s'est peut-être pas passé dans les années 80, mais tu l'as eu en 2023, ton film. J'espère que tu as aimé ça, là. Il l'a eu aussi en 2000. Ouais, il l'a vu Ah oui, oui, oui! En 2000, avec en 2000 avec Jeremy Irons, ben oui. Jeremy Irons. Ben oui, hey, comment oublier? Bon, c'est peut-être ça qui a tué Gygax, C'est d'ailleurs. peut-être ça qui l'a achevé. Il a déjà mort. J'espère. Ah! Fait que oui, maintenant qu'on est redescendu sur Terre, on va discuter de cette fameuse pile de la honte. Premièrement, moi, je veux dire, j'ai toujours détesté le terme pile de la honte parce que j'ai pas honte. J'ai pas honte d'avoir des jeux que j'ai pas joué encore ou que je joue pas ou que j'ai joué une fois. Je veux dire, il n'y a pas de honte à y avoir. Je veux dire, ça arrive des fois qu'on fait une dépense sur un coup de tête, mais ce truc-là, là, c'est pas parce que tu l'as pas lu ou tu l'as pas joué dans les 3 premiers jours que, je veux dire, c'est perdu. C'est un livre, ça reste avec toi pour toujours, right? Effectivement. Je t'avoue que moi aussi, de mon côté, je n'ai pas vraiment de problème avec le terme. Ben, du bon, j'ai un problème dans le sens que pour moi, ce n'est pas gênant. Au contraire, comme je l'ai Ouais. mentionné en début d'enregistrement, c'est que j'ai un amour
à seulement lire les livres de jeux de rôle parce que souvent, c'est des livres qui sont très indépendants. Donc, j'ai la touche personnelle de l'auteur et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément au final. Ouais, absolument. Puis, c'est, je veux dire, on va faire le tour peut-être, dans un premier temps, des jeux qu'on a achetés en étant super excités. Des jeux qui ont été comme genre, qui étaient peut-être les jeux qu'on attendait le plus ou on espérait avoir depuis très longtemps, qu'on a fait l'acquisition et que pour l'instant, on n'a pas encore joué. On peut les avoir lus, ça. Je veux dire, il y a ça aussi avec le jeu de rôle. Des fois, il y a un plaisir de juste la lecture. Mhm. Mais quel jeu en ce moment, là, quel est pour toi, là, peut-être on se fait un petit top 3 peut-être là, de nos jeux achetés, non joués. Puis que OK. ça fait mal, on a le goût. OK. Tu veux qu'on fasse un genre de j'en dis un, t'en dis un? Ok, Ça ouais, va c'est tout le bon, temps. on fait ça. Parfait. Ben écoute, je peux commencer le bal si tu veux. Je Ok. peux commencer le bal avec la réception quand même assez récente de la deuxième édition de Cthulhuac. Ah, Oui. Alors que j'ai quand même bien joué à la première, ouais, c'est j'avais ça. pas tant joué. En fait, j'ai pas joué à la seconde, outre l'avoir lu. Il y a quelques petits changements, quelques petites différences, des éléments ici et là qui ont été rajoutés, mais tu sais, on s'entend, ce n'est pas non plus la mer à boire en termes de modification. Et pourquoi est-ce que j'ai pas eu l'occasion, ou du moins que je n'ai pas plongé dans le jeu, tout simplement parce que Toulouac remplissait un besoin que j'avais en matière de jeu de rôle d'horreur qui était un peu plus léger, un peu plus light que, par exemple, L'appel de Cthulhu, qui était un peu Mhm. plus narratif, même un peu plus aussi old school, parce que Cthulhu Hack est basé sur le Black Hack, fait que ça demeure que c'est quand même assez old school comme approche de système. Et Mhm. ben, au final, j'ai trouvé mon pied, j'ai trouvé chaussure à mon pied, j'allais dire pied à ma chaussure, mais chaussure à mon pied avec ben, horreur liminale. Ouais, Au c'est final, les ça. deux jouent dans la même plate-bande. C'est le même type de jeu en matière de ressenti, en matière de mise en pratique, en matière de mentalité, tu sais, de comment est-ce que tu joues et Ouais, tout ça. ouais. Fait que pour vrai, j'ai juste fait comme, ben là, je jouerai pas. J'ai vraiment juste trop de fun avec Horreur Liminal pour que Toulouac devienne mon to-go. Là. J'ai comme pas tant le goût de me Hmm. plonger dans les différences du système malgré le fait que ça demeure quand même un fichu de beau volume, je ne le cacherai pas. C'est mon premier Ouais. livre de ma pile de la non-honte. Écoute, moi, un jeu que ça fait vraiment longtemps là, que je me dis que je veux jouer, que j'ai passé proche quelques fois, là, mais c'est Traveler. Le, Hmm. les nouvelles éditions, en fait, parce qu'il y a une réédition du jeu classique de Ouais. GDW. C'est un jeu qui se déroule dans l'espace. Un des tout premiers jeux, en fait, là, je pense qu'il sortait dans les années 70, tout de suite après la folie des jeux de rôle avec la création de Donjons Dragons. Puis le but de Traveler, dans le fond, c'est de créer son explorateur spatial. Mhm. Donc, on est l'équipage d'un vaisseau, on a toutes des parts dans un vaisseau qui coûte vraiment cher, fait qu'il faut faire des missions pour payer pour ce vaisseau-là. Et c'est le système de création de personnages, moi, qui m'a tellement attiré, parce que c'est l'idée de créer un personnage où tu vas lancer des dés pour découvrir les événements marquants de sa vie. Et on dit que dans les premières versions, les premières éditions de Traveler, tu pouvais mourir dans le processus de création de Oh, c'est personnages. tellement bon. C'est tellement une bonne C'est idée. juste tellement absurde. Tu roules puis t'es comme, ah, mais là, je suis mort, je suis pas parti à l'aventure avec vous, je suis juste déjà dead. C'est tellement une bonne idée, en fait. Tu sais, je sais que ça me parle, je sais que c'est mon genre de jeu en plus, très pulp, science-fiction, mais jamais été en mesure de prévoir une partie, de le mettre à la table. Je pense que le système, il est, il est pas si complexe que ça. Les éditions récentes ont simplifié beaucoup de choses, mais c'est quand même un gros morceau, là. Tu peux pas faire ça en petit one-shot de semaine, j'ai l'impression, là. C'est ce qui me rebutait un peu, puis c'est peut-être pour ça que je repousse constamment le moment de faire une vraie partie, un one-shot de Traveler. En plus, ça a été comme, je pense que ça a été, récemment, ça a été annoncé que ça va être en français, ça va être traduit en français. J'ai vu ça passer. Parce que moi non plus, je t'avoue que j'ai Ouais. pas du tout, j'ai eu d'autres prospects en matière on va dire, de science-fiction un peu, pas nécessairement générique, mais tu sais, pas nécessairement orienté vers un sous-genre particulier. Là. Mhm.
Ouais, il y en a Mais eu tellement des jeux après ça dans ce. Tu sais, je veux dire, après ça, tu sais, il y a plein d'affaires qui peuvent simplement venir prendre la place du jeu. Fait que quand on fait des petits one-shots futuristes, des fois, Mothership, c'est vraiment parfait pour ça, ben là, tu oui. sais. Je veux dire, il y a plein de petits systèmes qui viennent se faufiler que c'est comme un jour, je vais l'essayer. Mon deuxième est un gros livre que j'ai vraiment comme acheté un peu sur un coup de tête. Je trouvais que ça avait de l'air Hmm. cool. Et c'est ça. J'avais eu vraiment l'occasion de le mettre en jeu. Il s'agit en fait de Blackbirds. Est-ce que tu connais ça, Pierre-Louis? Non, ça me dit rien. Comment c'est gros? Comment c'est beau? Oh my God! Le livre est immense. Je veux dire, il est aussi épais que Comment le c'est... manuel de Dungeon Crawl Classics, Ouais. pratiquement. Et en fait, c'est un... Ah, il y a une araignée dedans. J'ai comme une araignée dans mon livre. Oh mon Dieu Seigneur. Oh, petite araignée. Ça, c'est OK. métal. C'est métal pas mal. En fait, Blackbird, c'est un jeu qui utilise le système de Svender, OK. qui est un autre gros bouquin aussi. Et c'est une espèce d'univers vraiment très dark fantasy, que système de percentile qui se rapproche beaucoup de Warhammer. Mais à défaut d'être. C'est pas du dark fantasy à la Warhammer, plus que du dark fantasy, plus onirique. On est très proche de genre Demon's Souls puis Dark Souls. C'est une espèce de monde que OK, tu sais ouais, pas ouais. trop t'es où, là. Tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis il y a comme des espèces de bestioles avec 8 tentacules puis 4 têtes avec des têtes de bébé qui se mettent à crier puis qui te foncent dessus, là. C'est un genre d'univers, là. Tu sais, j'ai ouvert la page puis je suis comme sur une page de monstres puis c'est genre une espèce d'orignal fait en champignon, là. Puis là, vois-tu, que je vais te le montrer. Ah mon Dieu, c'est dégueulasse. Que ça, là, tu vas pouvoir le voir, les gens ne le verront pas, mais c'est un genre de cheval, mais il est comme fait avec des corps humains. Regarde. Ah! Ouais, ouais. Fait que c'est vraiment terrible, mais c'est d'où j'ai su que c'est vraiment un beau livre. C'est vraiment un fichu de Ouais, beau livre. Ça a l'air très cool, mais ce qui m'a vraiment rebuté, puis ce qui a fait en sorte que je n'ai pas joué, c'est juste on va dire l'ensemble de l'œuvre, là. C'est immense. ouais, C'est c'est intimidant. immense. C'est un gros monde. Puis moi, Dieu sait que les gros mondes, c'est moins mon jam maintenant, c'est moins mon style. J'apprécie beaucoup qu'est-ce qui peut me personnaliser. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté du jeu qu'on peut un peu personnaliser à mesure qu'on joue, mais c'est juste trop. C'est juste trop, trop, Hmm. trop. Fait Mais que en j'ai. même temps, ouais, ça me fait me demander, tu sais, aussi dans le monde du jeu de rôle, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des livres, c'est vraiment des ouvrages, tu sais, que tu peux consulter, puis des fois juste pour le plaisir des yeux, juste pour le plaisir d'être inspiré justement pour des monstres, pour des univers. Est-ce que, par exemple, Blackbird, le simple fait que tu l'aies en ta possession, c'est pas nécessairement, OK, tu joueras peut-être pas au système comme imaginé par les auteurs, mais peut-être juste que l'imaginaire qui est proposé à l'intérieur va peut-être inspirer d'autres types de jeux de rôle que tu vas créer ou. Oh, absolument, absolument, absolument. Mais tu sais, en même temps, c'est pas le système tant que ça qui me bloque pour vrai, parce que j'apprécie bien le système de Svender, qui est comme un genre justement de Warhammer des percentiles avec des petits twists ici et là. Mais oui, définitivement que je pense que l'espèce d'esthétique, l'espèce d'ambiance proposée par le jeu pourrait être éventuellement transposée ailleurs. Mais ça te semble être un jeu qui est tu sais, un genre il y a des jeux comme ça, que tu le sais que tout ce qui est proposé à l'intérieur de celui-ci, puis c'est drôle parce que mon premier, mon numéro un aussi, va être beaucoup orienté là-dessus, là. Tout ce qui est proposé dans le jeu, même en termes d'esthétique et même en termes on va dire, d'idées, ça demeure très entremêlé, très connecté à, on va dire, l'univers du jeu. Tu peux pas vraiment comme séparer l'un et l'autre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mhm, Tu sais, mhm, le OK. monstre que je t'ai montré, l'espèce d'homme, l'espèce de cheval fait avec des corps humains, là, c'est très, très, très dans le jeu, là. C'est très dans cet univers-là. Et on dirait que le sortir, le prendre et le transposer dans un autre contexte, je trouve que c'est difficile un peu, pas nécessairement à valider, mais à transposer facilement. Je trouve que c'est vraiment, tu sais, c'est un tout qui va ensemble. Je fais juste tourner les pages, puis à chaque page, je suis tout le temps surpris de voir qu'est-ce que je trouve. Je suis tout le temps comme, mais voyons, un monsieur qui mange un chevreuil. Fait que c'est ça, c'est un jeu difficile à prendre en main. Et voilà. Ben, écoute, moi, un des jeux là, ça me fait mal de voir dans la pile de la honte pour l'instant, c'est The One Ring. Ah ouais! Fait que je l'ai déjà depuis un petit moment, puis
l'aventure de base a l'air vraiment cool. Avec les Donc, Hobbits. avec les Hobbits, donc oui, un jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux, où on a justement une petite aventure paisible dans un jeu qui est beaucoup tourné sur le voyage, la découverte, l'exploration, la communauté, travailler ensemble pour surmonter des difficultés. Les illustrations sont formidables, le jeu a l'air super inspirant, mais j'ai jamais pu jouer encore. On dirait que c'est peut-être le fait que pour l'instant, c'est l'univers de Tolkien, c'est qui est tellement tu sais, d'essayer d'aller au-delà des romans, pour moi, je trouve que c'est difficile. Mhm. Tu sais, j'ai trouvé ça très, très dur, par exemple, d'écouter la série de One Ring. Je, je sais pas si c'est uniquement le fait que je me sens un peu intimidé par l'univers, puis que quand ça sonne faux, ça sonne pas dans le ton de Tolkien, qui a un ton très particulier dans la poésie, dans la façon dont il raconte ses histoires. J'ai l'impression que, ah non, ça sonne un peu comme du D&D ou ça sonne un peu comme un film de Marvel, puis ça devrait pas, là. Tu sais, c'est facile que pour moi, il y a une fausse note, puis on dirait que j'ai peur de me lancer, puis que ça sonne pas Tolkien. Mais en même temps, c'est comme Mhm. une pression qui est inhumaine de se dire, il Tu peux pas, faudrait tu que. peux pas sonner comme Tolkien, tu peux pas. C'est Voyons ça, tu donc. sais. Il y a comme de quoi de. Fait que c'est. Je pense que c'est peut-être ça en ce moment qui fait que il est pour l'instant encore en train de pogner de la poussière. Ben, si tu me permets un commentaire, mon cher Pierre-Louis, Je sais pas si. Je vais pas là. Va va pas pas là. là, salaud. Euh, j'ai eu l'occasion de jouer à One Ring beaucoup la première édition. J'ai eu le temps, j'ai eu Hmm. l'occasion de faire un livre au complet, une campagne au complet qui Oh. s'appelait The Heart of the Wild. Sincèrement, je t'avouerais que comme toi au début, j'avais vraiment peur de l'effet transposé à vivre Tolkien vis-à-vis d'une adaptation. Puis je me disais Mhm. justement, ça va filer D&D, ça va me donner l'impression que je joue une partie de D&D, mais que Ouais. les personnages se croient un peu plus parce qu'ils veulent comme vivre peut-être l'expérience Tolkien. Mais je t'avouerais que sincèrement, alors que j'avais ces appréhensions-là, ça s'est passé numéro un parce que la campagne en soi était tellement bien faite, était tellement bien Hmm. écrite et elle impliquait tellement des éléments de Tolkien, autant dans les personnages que tu rencontrais, dans les péripéties et tout ça, que je trouvais que c'était d'une très grande richesse. C'est une de mes plus belles, en fait, c'est une de mes plus belles expériences comme maître de jeu pour une campagne longue. Ce fut cette Oh. campagne-là. Et mes joueurs, c'était toutes des personnes qui connaissaient un peu tu sais, qui connaissaient un peu ou beaucoup l'univers du Seigneur des Anneaux et de Ouais. l'œuvre de Tolkien au sens large. Et ils ont tous embarqué au même niveau, avec la même implication. Et pour vrai, je te dis, essaye-le une fois, puis tu vas voir que le feel est quand même différent. Autant à cause du système, autant à cause des scénarios proposés. Ben écoute, Art of the Wild, je l'ai noté parce que je pense que ça va vraiment aider d'avoir une campagne pour aiguiller un peu les trucs. Puis j'ai juste ça à faire, moi, à partir d'une nouvelle campagne longue. Juste ça. Juste ça en deux, trois autres parties. Eh boy. Fait que, ouais, toi, un autre jeu de ta liste? Oui, mon numéro un. Mon numéro un. Écoute, c'est un jeu qui m'a fait énormément de l'œil. C'est un jeu que je m'étais acheté physiquement et que j'ai revendu. Oh, Euh, t'as revendu! oui, je Tu l'ai l'as plus! revendu. Non, je l'ai plus. Je l'ai revendu. En fait, c'était le jeu Degenesis. Ah oui. Degenesis, qui est un jeu, tu sais, un des jeux, je pense, visuellement les plus beaux existants sur Terre. Là. C'est de toute beauté. Puis je pense que c'est une des premières choses qui m'a attiré dans ce jeu-là, c'était son visuel. Mais aussi en soi, l'univers me parlait. L'univers me parlait, l'espèce de côté post-apocalyptique européen qui était divisé, dans le fond, les segments de l'Europe est divisé en plusieurs, on va dire, habitants, biomes, plusieurs biomes différents. Et on va dire, chaque personnage, ou du moins chaque clan, avait un peu son petit quelque chose, ou chaque regroupement avait son petit quelque chose à différents niveaux, autant de croyances, mais aussi également au niveau de technologie. Fait que tu pouvais arriver dans une place, puis c'était très moyenâgeux. Tu sais, exemple, les gens se Ok. promenaient avec des épées et puis tout ça, puis il y avait comme quasiment un concept de chevalerie. Et après ça, tu débarquais ailleurs
Et c'était genre très wasteland à la Mad Max, là, avec des gens sur des motos, puis du monde avec des morceaux de pneus sur les épaules. Et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement cool. Mais quand j'ai commencé à lire le livre, quand je l'ai reçu, j'ai fait oh mon Dieu, je vais jamais jouer à ça. Ce jeu-là a tellement un gros univers dense. Dense et complexe à comprendre, Mhm. avec des termes et des mots et des secrets. Et une chose que j'ai beaucoup de difficultés dans le jeu de rôle, c'est quand des livres vont jouer avec des secrets, mais des secrets pour les maîtres de jeu aussi. Et ça me Ah, ok. fâche. Ça me fâche. Quand tu me dis, ah, il se passe telle chose dans telle région des montagnes en Europe, tu sais, il y a un secret, il y a des créatures dans les Carpates quelque part, mais tu le sais pas, on va t'en parler plus dans un autre supplément. Puis là, je suis comme, Mhm. mais oui, mais qu'est-ce qui se passe si mes joueurs veulent aller là? Je fais quoi? Je suis comme je leur dis non, c'est pas encore sorti, le livre n'est pas encore sorti. T'improvises de quoi de pas canon, puis là, quand le supplément Ben, c'est sort, ça! il faut pas que tu le joues parce que c'est comme ah! Ah, il y a comme des secrets dans cet univers-là qui sont dévoilés à mesure que les livres sortent. Puis je sais que c'est comme un modèle que des gens peuvent apprécier. Puis je ne juge pas du tout. C'est vraiment quelque chose que je peux comprendre. Puis c'est pas le seul jeu qui le fait. Et je trouvais que c'était vraiment sur papier, je trouvais que c'était très cool comme concept. Mais quand je l'ai lu, j'ai fait oh mon Dieu, je peux jamais lire ça parce que je sais pas par où prendre l'univers. Je sais pas par où le prendre et où le faire quoi avec ça? Je sais pas quoi le faire avec. Et même si on me dit oui, mais tu pourrais, tu sais, jouer dans un petit secteur ou, tu sais, une petite zone précise, effectivement, mais rendu là, je vais juste jouer à autre chose, tu sais. Rendu là, je vais juste, tu sais, si tu as le goût de jouer à un jeu, tu as le goût de un peu vivre sa saveur au complet. Mhm. Et dans mon sens, moi, je n'étais pas capable de vraiment le prendre dans son entièreté et de le donner, on va dire, de faire quelque chose avec. J'ai l'impression que ça l'aurait pu si ça avait été le seul jeu que j'aurais joué. Ouais, Ça, ouais, mettons, j'aurais ouais. pas joué à aucun autre jeu. J'aurais fait, ça, c'est mon jeu maintenant. À partir de maintenant, je joue juste. Ou genre pour la prochaine année, je joue juste à des Genesis et je joue à rien d'autre. Je pense que ça aurait pu se faire, mais malheureusement, je trouve un gars qui consomme justement des livres pour me dire ça va être ça. Ouais, c'est vraiment difficile, ce genre d'univers-là, quand tu sens que ça vient avec le système, tu peux pas prendre juste l'un ou l'autre, Ben, c'est ça. ou dimmer un peu la présence de l'un pour profiter au maximum des mécaniques intéressantes. Des fois, c'est que ça fait beaucoup à affronter d'un seul front, assimiler tout l'univers, puis assimiler tout le set de règles. Exactement. Ben, moi, c'est un peu ce que je ressens aussi avec mon jeu, là, que ça fait 3 ans. Tu sais, j'étais tellement excité, j'ai acheté les 2 livres de la série. Puis j'étais comme, j'ai vraiment hâte de jouer. J'avais déjà en tête une date pour commencer un one-shot. Puis finalement, ça n'a pas vraiment marché. Puis là, c'est comme toujours repoussé. Puis je me demande, un jour, je vais-tu jouer? C'est Spire. Ah ouais. Ouais, OK. Spire. Spire, The City Must Fall. Puis Spire. L'autre, je pense, c'est The Art Beneath. Ouais, All Below. The Art Art Below, Below. ouais. Ouais. En gros, Spire, c'est l'histoire d'une cité sci-fi fantasy. Donc, c'est une espèce d'archéologie, là, une immense tour dans laquelle à peu près toute la population de ce monde-là vit. Et dans cette tour, c'est étourdissante, là, qui fait genre 2 000 étages de haut, il y a des strates, puis chaque strate a une culture qui y est propre. Puis ce sont des elfes qui vivent là. Fait que ce sont des drows qui vivent dans cette tour-là, qui sont sous l'égide d'elfes fait qu'il y a comme une espèce de classe sociale entre les divers types d'elfes et tu vas mener une révolte, dans le fond. Fait que tes joueurs sont des révoltés qui vont devoir essayer de renverser le pouvoir en place, mais c'est une cause perdue d'avance parce que les elfes au pouvoir sont tellement puissants, sont tellement partout que c'est un peu l'histoire de comment vous allez mourir au cœur de cette révolution-là. Ah ouais. Puis les classes sont buzzées, là. Tu peux jouer genre un espèce de vengeur anarchiste. Puis les pouvoirs sont ultra narratifs. Fait que, tu sais, le vengeur anarchiste, son pouvoir, c'est une fois par scène, il peut s'introduire dans n'importe où tant que ça fait du sens. Fait qu'il peut s'introduire dans n'importe quelle scène. Si le maître de jeu décrit une scène où il y a les méchants qui sont là puis qui sont en train de faire un plan, mais lui, il peut s'introduire dans cette scène-là. Il peut s'infiltrer n'importe où. Il y a
une classe que je pense que tu peux lancer une fête une fois par shift, quelque chose de même. Tu peux lancer une grande fête où tout le monde de l'étage est invité. Parce que t'es genre responsable des parties, puis t'es comme une espèce de superstar. Et qu'il y a comme plein de pouvoirs qui sont juste comment dire, des prompts narratifs, là. C'est une petite accroche narrative que tu peux utiliser pour briser le jeu, puis déstabiliser le maître de jeu, Mhm. improviser avec lui. Mais l'univers est dense, tu sais. Il y a comme une espèce de petite carte de la tour, là, du Spire. Puis t'es comme, OK, chaque strat a comme des personnalités. Oui, OK, il y a de l'impro, mais en même temps, faut que tu connaisses un peu c'est quoi les rouages du gouvernement, qui fait la bouffe, ou comment est-ce que tu peux déstabiliser. On peut improviser ça, oui, mais je veux dire, il y a des trucs dans ce livre-là à lire, là, c'est du stock. Est-ce que ça Ouais. te bloque de ton côté? Parce que moi, c'est surtout là-dessus que j'ai comme un peu, surtout Hmm. mon deuxième puis mon premier choix, mais l'aspect justement d'un univers dense, est-ce que pour toi, parce que je sais que, tu sais, Pierre-Louis, t'es un grand fervent de littérature et tu lis énormément beaucoup de livres et tu lis quand même assez rapidement, plus rapidement que moi. Est-ce que c'est quelque chose qui te bloque lorsque tu dois justement assimiler ou comprendre un univers de jeu pour le mettre en pratique en contexte d'une partie? Ouais, un petit peu quand même, hein. Surtout que, tu sais, vous le savez probablement, là, chers auditeurs, tu sais, tu sais, lire un livre où tu sais que tu fais juste assimiler l'expérience, c'est quand même une autre game que de lire un livre en ayant conscience qu'il faut que tu renvoies cette information-là à d'autres humains pour qu'ils comprennent le jeu, tu sais. Mhm. Fait que j'aime l'univers qui est foisonnant, les thématiques abordées, mais en même temps, de lire ça en faisant, là, il faut que je me souvienne que cet étage-là est reconnu pour ses telle affaire, puis que tel élément est super important parce qu'elle est reliée à la fournaise. Tu sais, ça pour moi, c'est quand même un peu rebutant. Je sais que le livre est beaucoup dans les propositions, là. Fait qu'il fait beaucoup. Tu peux inventer un peu ce que tu veux, mais nous, voici des idées qu'on te pitch. OK. Mais malgré tout, tu te dis, hey, j'aimerais ça quand même m'incarner dans la logique de ce monde-là, là, puis dans le Oh oui. système, puis leur Oh oui. culture, puis... Mais ça, c'est une grosse job. Puis c'est déstabilisant aussi pour les joueurs, parce que le système il est comme un peu crunchy, là. C'est que toutes tes habiletés sont aussi tes points de vie. Quelque chose de même, tu as des stress qui sont reliés à tes habiletés, puis tout est en jeu tout le temps. Fait que ça se peut comme année, tu reçois du dégât de réputation ou du dégât social, du genre, tu as été identifié socialement comme une menace, fait que là, tu perds des points de vie de cercles sociaux. Il y a des gens qui veulent plus te voir parce que tu es trop spoté par l'autorité de la tour, tu sais. Fait que ça, c'est super intéressant, mais c'est un peu déstabilisant l'idée de ça se peut que la mort de ton personnage, ça soit juste une mort sociale. T'as juste été chopé puis exclu de la communauté, tu sais. J'ai l'impression des fois qu'il y a des jeux comme ça qui ont des univers qui sont assez étoffés, mais que c'est plus facile quand justement l'univers est associé à des œuvres de fiction ou tu sais, à des œuvres Ouais. qui ont été faites, comme je parle d'exemple, justement Alien Star ou Wars. Star Wars. Tu sais, on dirait qu'à partir du moment où est-ce que tout le monde a un peu les mêmes référents, on est comme plus capable de le mettre en scène avec Ouais. un peu plus de clichés peut-être, mais plus de facilité. Ouais, puis, tu sais, ça m'amène aussi à. Tu sais, ces livres-là, on les a lus quand même, ou on en a profité en diagonale. On a quand même. Au-delà du fait de ne pas les avoir joués, il y a une grosse différence avec la pile à honte de jeux de société classiques. C'est-à-dire, tu sais, tu joues pas un jeu, tu peux pas juste apprécier les pièces en les sortant puis en faisant ça des maudites belles pièces puis t'es réranges. Tu peux, I guess que tu pourrais faire ça, mais tu sais, un jeu de rôle, au moins tu peux l'apprécier juste en le lisant comme un livre d'images. Tu sais, moi j'ai un livre de Westeros où c'est juste l'histoire de Westeros avec des images. Je l'ai lu un peu en diagonale, mais tu comprends, j'ai pas besoin de l'incarner puis de le partager à du monde pour avoir 100% l'expérience. Est-ce que, à quelque part, les livres de jeux de rôle, il y a certains livres qu'on pourrait avoir 100% de l'expérience client, d'avoir acheté quelque chose puis d'être satisfait en faisant uniquement le livre? Ben, moi, je pense que oui, dans le contexte parce que tu as des jeux qui sont des boîtes à outils plus que des jeux, tu sais. Mhm. Ouais, ouais, Tu as des ouais. jeux comme, par exemple, euh, Weird and Wild ou Into the Cess, qui est comme un peu deux ouvrages qui vont
beaucoup abordé des tables aléatoires, puis des idées, puis des concepts autant pour les espaces sauvages que pour des grosses cités Mhm. plus urbaines. Mais tu sais, à ce moment-là, ces jeux-là, tu les utilises, mais jamais que c'est ton livre de base, tu sais, jamais que c'est Mhm. ton livre au cœur de ta partie. C'est tout le temps un outil supplémentaire qui est seulement un peu sur le côté, et qui de temps en temps va servir comme source d'inspiration, comme source tu sais, comme combusteur, voyons, pas combusteur, mais comme carburant pour des idées. Fait que Ouais. combustible, c'est le mot que je cherchais. Fait que dans ce sens-là, j'ai l'impression que oui, il y en a que c'est des ouvrages que tu vas pouvoir utiliser, on peut dire à toutes les sauces, ou même dans plusieurs parties différentes, sans que ce soit les livres qui sont au cœur, sans que ce soit le système qui est Mhm. utilisé pour ton jeu, du moins. Ça, c'est mon humble opinion. Tu sais, mais c'est ça aussi, c'est jouer versus lire. C'est quoi la différence au final? Tu l'as apprécié d'une façon comme d'une autre, Ah là. oui, je suis absolument d'accord. C'est absolument, Mhm. absolument. Surtout en plus, plus d'un jeu, surtout une aventure aussi. Tu sais, une aventure, c'est le fun Mhm. à lire. C'est full inspirant. Tu t'apprends, puis ça te permet, tu sais, il y a la fameuse expression, là, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mais je vois ça un peu dans le contexte d'un jeu de rôle. C'est qu'au final, tout est inspiré de tout. Il n'y a rien qui provient de rien du tout. Mhm. Tout t'inspire pour ce que tu crées, même les choses que tu ne sais pas. Tu sais. Ouais. Ouais, ouais. Puis des fois, juste les images, juste une table aléatoire, des fois, juste un système de règles peut suffire à justifier la présence du livre. Peut-être que c'est quelqu'un qui essaie de se convaincre aussi que c'est pas juste de l'argent jeté par les fenêtres pour satisfaire un instinct de juste j'aime ça les jeux de rôle. Puis si j'achète pas un jeu de rôle, j'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose. Ben, Qu'est-ce qui se passe avec cette espèce d'instinct-là de on peut acheter des choses, les jouer ou pas, c'est pas important. Avoir une date puis un groupe de joueurs, c'est pas important. Je veux juste acheter cette affaire-là. ouais. Je pense qu'il y a j'ai l'impression que c'est peut-être un aspect parfois un peu pervers tu sais, de la formule Kickstarter, la formule socio-financement, où tu vas te permettre d'acheter quelque chose parce que tu as le droit à une exclusivité. Et je ne sais pas si tu es familier avec le terme FOMO, Oui, tu sais, oui. fear of missing out, là, tu sais, peur de manquer quelque chose, tu as peur de Hmm. passer à côté d'une opportunité et de regretter plus tard. Et j'ai l'impression que des fois, il y a des gens qui, justement, vont participer à des campagnes de sous-financement dans le simple fait de se dire, hey, là, je peux l'avoir, ce jeu-là. Je vais l'avoir avant les boutiques. Puis même que souvent, ça fait partie des frustrations qu'on voit en ligne quand les gens ne le reçoivent pas tout de suite. Ils vont dire, là, je comprends pas. La boutique l'a reçu, puis moi, je ne l'ai pas encore. Fait que si, Ouais. il y a un petit quelque chose en lien avec ça. Je vois beaucoup ça, beaucoup dans les jeux de société, beaucoup. Mais Mhm. je vois ça de plus en plus aussi dans le jeu de rôle. Tu sais, des gens qui vont dire ah, je pense pas que je vais jouer, mais ça va être beau dans la collection. Tu sais, des fois, je fais des commentaires comme ça qui passent. Et je peux comprendre. Si tu peux te le permettre, pourquoi pas? De mon côté, j'ai l'avantage, en fait, de mon côté, j'ai l'avantage de beaucoup acheter du petit indépendant feuillet de 8-12 pages imprimé en Mhm. Bulgarie. Et ça fait en sorte que souvent, ça va coûter beaucoup moins cher. Tu sais, pour 6-7 petits ouvrages de 8 pages, ça va peut-être coûter un livre d'Alien, à peu près. Tu sais. Écoute, c'est inévitable, hein, mais qu'est-ce que tu veux? On est comme ça aussi. Des fois, on a besoin, quand on a un hobby, de sentir qu'on s'investit dedans. On n'a pas besoin non plus de toujours faire le bon achat, puis toujours acheter le truc que tu sais que tu vas jouer, qui va devenir ton jeu de rôle préféré. On peut profiter d'un hobby puis d'un monde, puis encourager des créateurs puis des créatrices sans nécessairement se sentir mal de oh, j'ai pas joué à ça, oh mon Dieu, je suis donc bien pourri, faut plus que je. C'est correct, je pense, d'investir dans les créations de ces auteurs-là, puis d'encourager un milieu foisonnant, je pense. Absolument. Je suis à 100% d'accord qu'il faut. Tu sais, puis je le sais, j'ai encouragé des financements participatifs pour des campagnes de gens que je voulais encourager parce que je trouvais que c'était des auteurs ou des créateurs ou des créatrices qui étaient intéressants, mais que, de mon humble avis, je n'allais pas nécessairement utiliser leur jeu à toutes les sauces et à toutes les semaines. C'est ça. Puis il y a tellement de jeux de rôle, je veux dire. C'est ça qui est dur aussi. Un jeu de société, tu peux faire une petite game relax une fois de temps en temps. Mais un jeu de rôle, acheter le livre, apprendre les règles, inviter les gens, faire la game. Je joue à beaucoup plus de jeux de société que de jeux de rôle en général. C'est plus facile, du moins, de mettre
jeu de société sur la table qu'un jeu de rôle. Ouais, définitivement. Définitivement. Surtout quand tu as déjà une campagne de quelque chose, là. Il faut que tu. Hey guys, on fait une pause de la campagne de Pathfinder pour jouer à Burning Wheel? Je pense pas que ta gang serait partante. En tout cas, de mon impression, là. Tu Pathfinder, c'en est un que au moins tu vas avoir bien rentabilisé avec le temps, là. Je veux dire, hey, si, bol. Je pense que je connais personne qui a autant joué à Pathfinder que toi. Écoute, hey, mais c'est drôle parce que tu vois, je faisais les stats, là, puis là, je mettais sur papier le nombre de parties que j'ai joué de Arkham Horror, le jeu de cartes. Ouais. Mais ça aussi, t'as joué pas mal. 162 parties Hein? depuis 2018. Ouais. Tabarnouche. OK. Fait que, ça aussi, c'est rentabilisé. C'est juste que ça m'a coûté genre 8 000 piastres. Fait que ça revient. Ah mon Dieu Seigneur. Ouais, oui, parce que t'as toutes les expansions puis t'as toutes les cartes. Mais vois-tu, ça, c'est hey, mais ça, c'est complètement un autre sujet, mais ça en vient avec le fait de se dire, est-ce que mais en même temps, vois-tu, c'est un autre sujet qui est intéressant. Tu sais, admettons, tu t'achètes une campagne d'un jeu de rôle et Mhm. à quel point tu vas pouvoir la rentabiliser sur le temps. Est-ce que tu Ouais. vas la faire plusieurs fois? Est-ce que tu vas l'animer à plusieurs groupes différents? Mhm. Est-ce que tu vas. Parce que des fois, il y a des jeux comme ça aussi que c'est des jeux à découverte que tu le joues une fois puis c'est fait un peu. Tu sais, il n'y a comme pas d'autres Ouais. surprises par après, hein. Fait C'est vrai que, que c'est intéressant comme sujet parce qu'effectivement, je pense que si tu as juste le manuel du joueur puis Curse of Strahd, oui, OK, ça va te coûter, je sais pas, moi, 120 pièces. Mais ça, tu rentabilises ça. Peut-être tu peux faire comme 30 40 games. Tu sais, ouais. Arkham Horror, acheter toutes les extensions puis compagnie. J'exagère quand je dis 8 000 pièces. Mais c'est beaucoup d'argent. Les jeux de rôle, je pense que tu peux en avoir vraiment beaucoup pour ton argent. Je pense que oui. Fait que vous écoutez ça, achetez des jeux de rôle. C'est Ouais, rentable. exact. Fait que, écoute, avant de conclure notre rencontre, notre petit podcast, j'aimerais rapidement qu'on réponde à une question du public. Quelqu'un qui nous demandait à partir de quel âge on peut commencer à jouer à des jeux de rôle. Donc, pour nos enfants, les ados, puis la question aussi portait ensuite sur et vous, à quel âge vous avez commencé? Fait qu'à ton avis, à quel âge on peut commencer à faire du jeu de rôle ou on devrait commencer à exposer les gens au jeu de rôle? Puis, à quel âge tu as commencé? J'ai commencé secondaire 1. Ouais, secondaire 1, c'était dans une partie de Donjon Dragon Advance D&D, deuxième édition. OK. Et je jouais un rôdeur qui s'appelait Mhm. Skyros. Ah, Skyrim, c'est cool, ça. Ouais, c'est cool, je l'avais dessiné. J'ai ça quelque part, je pense, un demi-elfe. Ah, tu m'enverras le dessin. Non, 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 Je vais le pas mettre du dans le tout. thumbnail. Pas du tout. Ah, shit! Ah, ça serait tellement bon. Mais il ressemblait un peu à genre un mix entre genre un chanteur de Kiss et Link dans Zelda, là. Fait que c'est ça, c'était un rôdeur. C'était ma première classe à vie. Le rôdeur, c'est ça, j'ai joué la première fois. Et c'était ma première expérience. Et c'était une très belle première expérience parce que j'étais entouré de gens qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi. J'étais comme le seul Ah. nouveau à la table et j'étais le plus jeune. Et les gens autour de moi avaient entre, tu sais, j'étais en secondaire 1, donc eux, ils étaient entre, je devais avoir 12 ans, ça veut dire. Et eux, ils devaient avoir entre 14, 15, 16 ans. OK. Et le DM, le maître de jeu, était un prof. Oui. C'était un prof d'histoire qui s'appelait Jesse et qui nous faisait jouer dans son univers. Et il y avait une carte de son monde et je trouvais ça tellement impressionnant, là. Je trouvais ça Mhm. tellement Ouais. impressionnant de voir une carte jaunie avec du café, là. Tu sais, puis de Ouais, faire ouais, comme, oh mon ouais. Dieu, ah oui, c'est ça qui se passe. Et parce que je pense que j'étais entouré de gens qui connaissaient ça beaucoup et qui connaissaient le fonctionnement du jeu et comment est-ce que celui-ci, comment dire, se déroulait, les règles, mais je pense que ça a énormément facilité mon intégration dans la passion et ma pratique par le fait même. Mhm. Et ouais. Et je suis le seul survivant de cette campagne-là. À la fin, tout le monde est mort sauf moi. Ah, wow. Ah, Ouais. ouais. On s'est fait vraiment wiper par des. On s'est fait tout tuer par des gnolls. On était comme dans les combats finaux, les combats finaux, puis ça allait pas bien. Puis là, il y a des gnolls qui Oh ont my. popé, puis ça a juste mal fini. Fait que ça a été la fin des haricots, mais très cool expérience. Très cool expérience. Puis toi, Pierre-Louis, c'était quoi ta première fois? Moi, j'étais en secondaire 2, je pense. C'était comme en 2001.
sais, les films venaient de sortir, les films de Ouais. Peter Jackson, 2001-2002. Ok, tu parles de Seigneur des Anneaux, je pense que tu parlais de Donjon Dragon en Non, non, 2000. non, non. Mais, fait que, tu sais, j'avais peut-être 13 ans, tu sais. Puis nous aussi, c'était un prof, en fait, un prof de sciences physiques, Ah, Monsieur Thibault, nice. qui nous avait montré le jeu. Puis c'était vraiment, tu sais, juste fascinant, là, de se lancer dans cette aventure-là. On était une gang, on était 7 ou 8, je pense. Qu'on avait tous fait des personnages. Puis moi, mon personnage que j'avais dessiné aussi, c'était un guerrier elfe du Ah, nom de nice. Tingle. Ouais, il s'appelait Tingle. Tingle! Inspiré du personnage de Zelda parce que je faisais Majora's Mask aussi à l'époque. Ça, c'était vraiment mon Mais année, on là. est tombé ces mêmes inspirations. C'est bien drôle. Ouais, exact. Puis j'avais 18,98 de force. Ça, là, pour ceux qui ont joué un peu à deuxième, là, c'était Ouais, fort c'est en vraiment fort. crise. Oui, non, c'est vraiment, vraiment fort. Je pense que le maximum, c'était quoi? C'était 25? C'était ça? Je sais plus c'était quoi, mais je sais que Top t'avais comme 25, tout. c'est genre tu lèves la terre, là. T'es comme... Ouais, t'étais insane fort. Puis tu sais, je sais plus c'était quoi la twist mécanique qui faisait que t'avais des paliers. Tout le monde avait 18 de force, là. Tous les guerriers avaient au moins 18 de force. Mais t'avais 18 points. Tu avais un percentile après, là. Oh, Ça oui. faisait comme pas de sens. Puis Tingle est mort après 3 sessions de jeu, par exemple. C'était ma seule bonne stat, la force. Toutes mes autres stats étaient pourries. Puis Philippe avait. Mon maître de jeu avait pitié de moi, fait qu'il m'avait donné une épée magique. Puis je trouvais ça awesome! J'avais une épée +1 au niveau 2. On commençait niveau 2, puis j'étais comme. Ouah! J'étais tellement fier! Puis un moment donné, on traversait un puits, un pont de pierre au milieu d'une crevasse, là, un peu comme à la Moria, là. Mhm. Puis il y a un de mes amis qui était sur le bord de tomber, fait que je suis allé pour essayer de le sauver. Puis j'ai raté un jet de dextérité. Puis j'ai raté le deuxième jet de dextérité pour essayer de me tenir sur le bord, puis je Ah suis juste non. tombé dans le gouffre avec mon épée à la troisième session de jeu. Ah non. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu avais choisi un guerrier? Non, je me souviens plus pourquoi. Je pense que je m'étais dit que c'était pour être simple. Je voulais pas me lancer dans la magie, ça avait l'air trop compliqué. Oui, surtout la deuxième, oui. Ouais, la deuxième, c'était quand même crunchy, puis mais non, je sais plus trop pourquoi j'avais choisi le guerrier. Je pense que j'avais vraiment en tête l'idée de vouloir être justement un elfe. Je savais que je voulais être un elfe. Puis quand j'avais regardé les classes, je me disais, ah, ça va être cool, je vais être vraiment fort, puis je vais être cool. Hey, cool! C'est les seules choses qui m'étaient Ouais. passées dans la tête, je pense. Être cool puis fort. Mais écoute, sinon, je pense que tu peux commencer à n'importe quel âge. Tu sais. J'ai commencé à montrer un peu justement Donjon Dragon à mes filles, mais d'autres jeux de rôle aussi, là, tu sais, elles sont très curieuses, mais je pense que c'est toujours ça l'important. Faut qu'il y ait un intérêt. Tu sais. Ouais. Quand les enfants commencent à démontrer un peu de l'intérêt, ça peut être via des livres, des miniatures de ah, c'est quoi ces miniatures-là? Puis t'expliques un peu comment ça fonctionne. Tu crées peut-être un mini scénario de 15-20 minutes pour illustrer la prise de décision. Mumu, je pense que ça a commencé, elle avait, tu sais, les premières fois qu'on a exploré un peu, là, elle avait genre 6 ans. Là. Et est-ce que ça a pris comme du temps? Parce que moi, je me rappelle, tu sais, quand tu commences la première fois, là, il y a comme un espèce de moment qui se fait dans ton expérience, dans ton cheminement où que tu atteins un moment donné le palier où tu comprends que tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu sais, au début, tu n'es comme pas sûr. Tu es comme Ouais. genre, hein, c'est-tu un jeu de société, un jeu de rôle? Qu'est-ce qui se passe? Et t'as-tu comme un peu, ça a-tu un peu été dans ce milieu-là ou ça l'a vraiment immédiatement, elle a rapidement compris que, OK, là, on est dans un jeu de rôle, puis j'incarne un personnage. Oui, je pense que ça a quand même parti assez rapidement l'idée de on joue un. Tu sais, on l'a parti un peu plus de cet angle-là. Que tu te fais un personnage, puis on va jouer un jeu comme quand on joue au magasin, on joue au restaurant. Ben là, on joue aux aventuriers, là, tu sais. Tu pars, puis OK, là, on est dans la forêt. Ce qui est difficile, je trouve, à cet âge-là, là, ça va vraiment dépendre des enfants, là. Mais il y en a certains qui comprennent que le jeu est encadré par des règles, Ouais. puis il y en a d'autres qui le saisissent moins. Tu sais, on a des amis de Muriel, des fois, là, justement, les petits voisins qui viennent jouer. Puis c'est difficile pour eux de comprendre qu'il
il y a un maître de jeu, puis il y a une structure. Fait que des fois, c'est comme, hey, puis là, moi, je m'envole! Je m'envole! Puis là, je vais venir l'attraper, puis là, je l'écrase. Puis là, c'est comme, T'es-tu euh... en train de décrire Ben? Tu vois, c'est pas C'est nécessairement, ça? peu importe l'âge, c'est un défi. Ben oui, parce que bien c'est que c'est vrai, il y a des joueurs qui, aujourd'hui aussi, tu sais, une fois que tu as de l'expérience, qui ont peut-être un peu plus de, pas nécessairement de difficultés, mais qui sont moins enclins à respecter le cadre établi, en quelque sorte. Ils se laissent emporter par leur imagination. Oui, Puis c'est ça aussi le plus beau dans le jeu de rôle, c'est de se laisser emporter par absolument. son imagination. Je suis Parce qu'il d'accord. n'y a rien de plus fort que l'imaginaire. C'est beau ce que Puis, tu dis. merci. Puis, il n'y a rien de plus fort aussi que le support de sa communauté. Puis c'est pour ça, Internet, qu'on a besoin de votre force collective. Montrez-nous que A2Game, jeu de rôle, on peut avoir 18,98 de force. Puis abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à continuer à propager le jeu de rôle, le jeu en tout genre. Puis tant qu'à faire, s'il vous reste un petit peu de force, pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne Critique, où vous allez voir toutes les folies de Pierre-Philippe. Qu'est-ce qui s'en vient, le Pépé, sur la chaîne? Euh, Bonne question. C'est pas vrai, mais je suis dépendant à quel moment ça sort, cette capsule-là qu'on enregistre ensemble. Si on est encore en février, ben, c'est le mois des zines. C'est le Zine Month. Ah. C'est le Zine Month. Et il y a encore une fois une pléthore de beaux produits indépendants qui sont financés sur différentes plateformes, que ce soit Kickstarter ou BackerKit ou autres, et qui attirent l'œil et qui attirent énormément mon œil, je te dirais. Donc, Hmm. pour ça, bah, c'est le genre de choses que je suis comme. Allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Allez voir un peu qu'est-ce qu'il y a de cool. Moi, je vais faire des capsules là-dessus. Je vais en parler. Je vais essayer de montrer les projets qui ont justement attiré mon regard, qui sont présentement actifs sur on va dire sur les différentes plateformes de socio-financement. Il y en a qui vont probablement être finis au moment où est-ce que vous allez écouter cette capsule. Mais oui, ça, c'est beaucoup ça ces temps-ci. J'ai terminé une mini-campagne récemment. Fait que là, je suis en train de plancher sur qu'est-ce que je fais après, là. J'essaie de Hmm. réfléchir à ça. Je check les possibilités. Je navigue au gré de mes envies, je te dirais. Prends-tu les demandes spéciales? Vas-y donc. J'aimerais ça que tu fasses une campagne de Blackbird. Ah, mon Dieu. Le pire, c'est que. Ah, non. J'étais comme je réfléchissais, j'étais comme peut-être. Mais Des non, 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 non. Genesis, peut-être? Non, non, non. Le pire, c'est que du post-apo, j'aimerais ça, mais non, ça serait pas dans un. Non, parce que justement, je me focus beaucoup sur des mini-campagnes, fait que j'ai pas le temps d'explorer comme un gros Ouais. univers, tu sais, sur De le. racheter des livres, puis... Non, c'est sûr. Prêter cela à Félix-Antoine. Mais non, j'ai pas. C'est vraiment pas dans mon planning. Mais non, je réfléchis à ce que je fais. Il y a. Si tu me permets, je pourrais quand même en mentionner un. Je pense que ces temps-ci qui me fait beaucoup de l'œil, qui est justement est en financement participatif sur Kickstarter. Et c'est le prochain jeu de la gang de Maisonnia Arts Council, ceux qui font Ah, Troika. mhm, Et cette équipe-là, c'est ceux qui ont fait Troika, ils ont fait Gradient Descent pour Mothership, qui est comme un super méga donjon de mhm, science-fiction. Et c'est eux qui sortent prochainement Fever Swamp aussi, tu sais, on en a parlé ensemble justement. mhm. Et là, ils sortent un jeu qui se nomme Swivers. Swivers, je sais pas trop comment le prononcer, je pense que c'est ça. Et c'est vraiment un peu comme un genre de old school Blades in the Dark. OK. C'est du urban low fantasy où est-ce que tu vas incarner ce qu'on appelle un Swivers, qui est comme un genre de truand, là. C'est vraiment comme un gros dégueulasse. Et il y a une génération de personnages au hasard que tu peux faire au début pour pouvoir générer ton personnage. Et c'est un système vraiment spécial. Pour vrai, Pierre-Louis, ça, il va falloir qu'on en parle ensemble parce que j'ai Oh. rarement vu un système comme ça. C'est du mécanique de D6, mais tout dépendant. C'est tellement spécial à expliquer. Tout dépendant de ce que tu veux faire, si c'est un save ou un skills, tu vas soit vouloir lancer le plus de D6 possible ou le moins de D6. Et en fait, le niveau de difficulté est échelonné selon le nombre de D6 que le DM te fait lancer. Je t'explique. Fait que si, mettons que un maître de jeu te dit Hey, tu veux sauter par-dessus, tu sais, là, tu dis Hey, je peux te sauter par-dessus la balustrade pour essayer de m'enfuir des gardes et tout ça. Ben, tu peux faire OK, oui, ben, c'est quand même assez difficile. C'est une difficulté 12.
Et tu vas lancer 3d6. Et là, dans le fond, il faut que tu ailles en dessous de 3d6 en lançant les 3D. Il faut que tu ailles en dessous de OK. 12 en lançant les 3D. Et souvent, le niveau de difficulté peut être aussi défini par ta caractéristique que tu utilises. Fait que si, mettons, tu as 15 de force, ben, ils vont dire, OK, tu as 15 de force, il faut que tu ailles en dessous, il faut que tu lances 4D, il faut que tu ailles en dessous, 4d6, il faut que tu ailles en dessous de 15. C'est des choses OK. comme ça. Et non, c'est très, très cool. Il y a un Quick Start qui est disponible, gratuit, que les gens peuvent Hmm. comme lire et dévorer. J'ai lu ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est exactement mon genre de jeu. C'est vraiment, vraiment cool. Tu sais, tu lances ton personnage, justement. C'est le genre de jeu que tu pourrais faire ton personnage à la création, puis faire, ah ben écoute, donc, c'est sûr, je meurs dans 30 prochaines minutes. Là. Tu Ah, sais, mon quelqu'un Dieu. qui a comme la gangrène, puis qui est en train de mourir. Là, tu joues un criminel de bas étage. Puis là, ce jeu-là, tu vas-tu l'ajouter à la pile de la honte? Non, non, parce que vois-tu, exact, c'est ce style de jeu-là qui peut justement se mettre tellement rapidement en branle, c'est qu'il peut tellement être rapidement mis sur papier et joué que non, je ne pense pas. Même que d'après moi, je devrais jouer au Quick Start prochainement, j'espère. OK. Je vais pas te mettre de pression, là. De toute façon, on n'a pas besoin de se mettre de la pression. C'est juste des jeux. C'est juste des jeux, mais c'est des jeux le fun. C'est des jeux de fun qui coûtent cher quand t'en achètes beaucoup. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter d'acheter les jeux de rôle. Non, c'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Non, c'est vrai. On dit Ah, arrête merci de- et bonne vie.